Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons parler du standard OpenTelemetry et nous allons voir comment est-ce que vous pouvez l'implémenter en utilisant le collecteur OpenTelemetry ou bien le collecteur qui est de plus en plus utilisé qui est Alloy, qui est édité par la société Grafana Labs. Mais ça, c'est le problème que je rencontre beaucoup en entreprise. Donc, avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Martin Lekpa. Je suis Tech Lead et formateur en observabilité. Donc, dans ma casquette Tech Lead, ce que je remarque beaucoup en entreprise, c'est que dans des entreprises que j'accompagne, je me rends compte qu'il y a des gens qui se lancent dans des outils sans pour autant connaître la théorie. Et ça, c'est une grosse erreur. Et ça apporte de grosses conséquences parce que des gens vont faire des choses sans comprendre le pourquoi et le comment de certaines choses. Et ça amène des erreurs de configuration, ça amène de la lourdeur et ça amène des dysfonctionnements. Et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on a des dysfonctionnements parce qu'on ne comprend pas la théorie qu'il y a derrière une notion. Quand je viens maintenant sur mon côté formateur, ça c'est aussi des choses que j'essaie d'insister pendant mes formations. Ne commencez pas à vous imprégner d'outils sans avoir compris la théorie. Dans plusieurs vidéos, comme vous pouvez le remarquer sur notre site, vous avez des vidéos sur Elasticsearch, vous avez des vidéos sur du Logstash, vous avez des vidéos sur du Dynatrace. Là, on va essayer de faire du focus sur des vidéos autour de OpenTelemetry. Mais vous allez vous rendre compte que si vous aviez pris le temps de faire la théorie lorsque vous travaillez par exemple avec Logstash, il y a des choses que vous allez naturellement comprendre lorsque vous allez arriver sur OpenTelemetry. Et ça, on va le développer dans les minutes qui vont suivre. Donc, restez bien jusqu'au bout parce que cette vidéo est indispensable pour que vous puissiez bien comprendre la théorie autour de OpenTelemetry. Sans plus tarder, on va commencer avec ce qu'on appelle le data model. Quand vous travaillez avec OpenTelemetry, on va se rendre compte que OpenTelemetry va vous permettre de gérer les piliers de l'observabilité. Lorsqu'on va parler des piliers de l'observabilité, on va parler des métriques, on va parler des traces, on va parler des logs, on va parler des profils. Mais chacun de ces données répond à une problématique bien précise. Et pour pouvoir répondre à cette problématique de la meilleure des façons, chacun de ces piliers aura un modèle de données qui va permettre au système d'interpréter et d'optimiser les performances de vos différents backends. Un backend, c'est simplement lorsque vous faites de l'OpenTelemetry, ce qu'on va appeler un backend, c'est OpenTelemetry n'est pas une solution de backend. C'est-à-dire OpenTelemetry va mettre en place tout ce dont vous avez besoin pour collecter la donnée. Et donc derrière, lorsque vous aurez besoin de stocker cette donnée, OpenTelemetry n'est pas un outil de backend. Il va vous demander de le déposer dans un outil backend. Et c'est là la force d'OpenTelemetry parce que vous soyez avec de l'Elasticsearch, que vous soyez avec du Dynatrace, quand vous collectez vos données au format OpenTelemetry, vous pouvez les envoyer vers ces différentes solutions. Et donc, pour bien comprendre ces notions, c'est ce qu'on va voir sans plus tarder. Avant de rentrer dans ça, il y a ce qu'on appelle le SEMCOMV. Le SEMCOMV, quand vous êtes dans le monde du Dynatrace, c'est ce qu'on appelle la convention de sémantique. C'est comment est-ce que OpenTelemetry vous recommande de nommer vos champs. Parce que quand vous allez travailler avec vos logs, vous allez vouloir identifier que l'utilisateur a ouvert une page. La page lui a répondu avec un code retour 500. Il a ouvert une page, ça lui a répondu avec un code 200. Ce qu'on constate régulièrement en entreprise, c'est que entre le moment où on va collecter les logs d'un serveur Apache, on va nommer les champs d'une façon. Lorsqu'on va collecter les logs sur le serveur Nginx, on va nommer les champs d'une façon différente. Et ça vous posera beaucoup de problèmes parce que dans la réalité, quand on prend un Nginx et qu'on prend un Apache, les deux restent des serveurs web. Donc, quand vous avez besoin de faire, par exemple, des statistiques sur combien de personnes ont accédé à votre site, qu'elles soient hébergées sur de l'Apache ou sur du Nginx, vous allez vous rendre compte que si vous nommez les champs différemment, vous allez devoir faire des requêtes assez complexes. Et ça va encore beaucoup plus loin. C'est ce qu'on avait aussi déjà expliqué. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater sur nos différentes vidéos parce que des fois, pour expliquer certaines notions, on se base sur des notions qui avaient déjà été expliquées. Lorsque vous faites par exemple de la collecte de logs, il y a ce qu'on appelle le SIEM. Ça, c'est pour des personnes qui sont plutôt orientées sécurité. Ça vous permet de faire la corrélation d'événements en provenance des différentes sources. Et donc, ce que l'on se rend compte que quand vous avez besoin d'optimiser votre SIEM, il faut aussi optimiser votre sémantique de convention. Votre sémantique, parce que quand vous allez nommer les champs, plus vous nommez les champs différemment, plus vous allez vous rendre compte que vos requêtes
pour pouvoir faire des agrégations sur des événements en provenant de différentes sections va devenir de plus en plus complexe. Alors que si vous vous basez sur du SEMCOMV, qui a un penchant qui avait été initié à la base par les équipes d'Elasticsearch, qui a été ensuite transféré dans le monde de OpenTelemetry, dans lequel ils ont défini un certain nombre de champs pour vous dire si c'est le log level, que vous soyez sur de l'Apache, que vous soyez sur du Nginx, que vous soyez sur du Tomcat, c'est la même notion. Et donc, si c'est la même notion, pourquoi est-ce que vous allez nommer ces champs de façon différente? Et c'est ce que OpenTelemetry essaie de vous normaliser, de vous aider à normaliser dans ce qu'il appelle le SEMCOMV. Et donc, comme on l'a dit, ça va vous aider dans l'interopérabilité. C'est je collecte la donnée, quel est le type de données, je lui donne un nom de champ. Peu importe l'outil, peu importe la destination, on lui donne un nom de champ. C'est ce qu'on a aussi vu lorsque vous faites du SIEM. Ça va aussi vous aider dans la corrélation automatique parce que si pour une même donnée, vous avez nommé de la même façon, vous n'avez pas besoin de faire des et. C'est ce qu'on remarque beaucoup quand je fais des accompagnements d'entreprise. C'est que tu arrives dans une requête SIEM, tu vois qu'on a fait une requête, on a donné le nom du champ qu'on avait donné dans Apache, et puis on donne le nom du champ qu'on a donné dans Nginx. Alors que si vous aviez fait du SEMCOMV, vous auriez simplement à dire pour ce champ, est-ce qu'on a cette valeur? Et donc, c'est une seule requête clé-valeur. Alors que quand vous n'avez pas respecté une règle de nommage, vous serez obligé de dire si c'est Apache, c'est le nom s'appelle 100 à la valeur 200. Si c'est Nginx, c'est le nom s'appelle comme ça à la valeur 200. Et donc, vous n'optimisez pas vos requêtes. Et puis, bien évidemment, quand vous allez faire des tableaux de bord, ça va vous permettre aussi de pouvoir réutiliser parce que quand tous vos éléments portent le même nom, peu importe la donnée que vous donnez en entrée, vous avez le même résultat parce que au final, ce qui vous intéresse, c'est quelle était la méthode qui était appelée par l'utilisateur. Est-ce qu'il a fait du get? Est-ce qu'il a fait du post? Mais peu importe qu'il ait fait du get sur de l'Apache, peu importe qu'il ait fait du get sur du Tomcat, ça reste la méthode que l'utilisateur utilise. Et donc, derrière, il faut utiliser une sémantique que vous restez fixe. Tout ça, c'est expliqué sur le site de OpenTelemetry. Donc, n'hésitez pas à aller regarder pour savoir quelles sont les recommandations que OpenTelemetry vous fait pour utiliser les champs. Ça vous permet d'être interopérable. Mais bien évidemment, ce que vous allez aussi, OpenTelemetry ne peut pas définir tous vos champs, surtout quand c'est les champs propres à l'entreprise. Et donc, dans la norme aussi SEMCOMV, OpenTelemetry vous recommande par exemple de préfixer les champs qui sont propres à votre entreprise par le nom de votre entreprise. Ça évite qu'il y ait une confusion possible. Donc, n'hésitez pas à utiliser du SEMCOMV et c'est ce qu'on va utiliser au fil de cette différentes vidéos qu'on va faire autour de l'OpenTelemetry. Et comme on l'a dit, on va faire beaucoup de manipulations sur l'outil Alloy. Pourquoi est-ce qu'on fait le choix de cet outil Alloy? Tout simplement parce que les entreprises l'intègrent de plus en plus pour sa capacité à collecter des sources de données diverses et variées et de les rendre assez interopérables avec des outils aussi open source tels que du Loki, tels que du Tempo, tels que du Mimi, tels que du Prometheus, ainsi de suite. Donc c'est pour cela que dans cette série de vidéos dédiées à OpenTelemetry, on va beaucoup travailler avec de l'Alloy. Mais vous pouvez aussi faire de l'OpenTelemetry avec le collecteur d'OpenTelemetry. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'importance de la convention de nommage. Nommer vos champs en respectant le standard, ça vous fait gagner en interopérabilité, en permet de gérer en termes de transparence entre outils. Donc ça, c'est la première des notions que vous devez absolument garder. Avant de nommer vos champs, vous devez aller vous demander comment est-ce que la communauté OpenTelemetry recommande de nommer ce champ. Vous allez vous rendre compte que vous allez énormément gagner. La deuxième erreur que je rencontre beaucoup quand je fais des accompagnements, bon ça c'est plus une notion qui est malheureusement tronquée par les développeurs, c'est que quand on fait du développement, parfois on a besoin de générer nos propres fichiers de logs. Et donc, OpenTelemetry et tous les autres standards ont besoin de savoir, est-ce que c'est une log pour indiquer que tout va bien? Est-ce que c'est une log pour indiquer que tout ne va pas bien? Est-ce que c'est une log pour indiquer que c'est une catastrophe? Et ça, dans les standards IT aujourd'hui, on parle de sévérité. Et donc, lorsqu'on parle de sévérité, il y a deux types. Vous pouvez avoir deux approches. Les deux sont strictement identiques, mais l'une est plutôt orientée texte et l'autre est plutôt orientée nombre. Mais les deux représentent exactement la même information. C'est-à-dire,
vous pouvez avoir ce qu'on appelle le severity text, dans lequel le développeur, il y a un événement qui se passe au sein de l'application, le développeur a besoin de dire que c'est juste un warning, et donc il peut plutôt le faire sur le format severity text, et il dit que sa valeur est warning. Et donc vous comprenez que si vous définissez severity text, et vous donnez, donc il attend que vous donnez un texte. Et ça aussi, c'est normalisé. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi parce que ça aussi, c'est normalisé. À côté du severity text, on a un autre qui est strictement identique parce que les deux sont interchangeables. Vous pouvez faire plutôt du severity number, c'est-à-dire au lieu de définir plutôt sous forme de texte, vous donnez le niveau de dysfonctionnement sous forme de nombre. Et ça aussi, une fois de plus, ça a été normalisé au sein de OpenTelemetry et de quasiment tous les outils. Donc en général, quand vous faites du severity texte en trace debug, en général, vous devez utiliser un severity number entre 1 et 8. Mais ce que je remarque souvent quand j'accompagne les entreprises, c'est que les développeurs, des fois, veulent mettre les deux. Ça, l'outil vous le permet. Vous pouvez définir à la fois le severity number et le severity text. Mais lorsque les entreprises le font, des fois, je vois des confusions. Quelqu'un définit, par exemple, son severity text à info, mais il définit, par exemple, le severity number à 7. Et donc, ça, vous créez des incompréhensions au sein de l'outil. Si vous voulez définir les deux, l'outil vous l'accepte que vous définissez les deux, mais assurez-vous de fournir la bonne information. Si vous dites déjà que c'est du severity text à info, le severity number, vous ne pouvez pas le définir hors de cette plage de stress. Et donc, derrière, à côté, vous avez du diagnostic, du debug, info, warning, erreur fatale. Et donc, chacune des severity doit être associée à un severity number pour que le système reste cohérent et parce que derrière, cette information va être utilisée pour classer vos événements. Et donc ça, on va le voir tout à l'heure. Donc ça, c'était la deuxième notion qui est très importante, le severity number. Et ça aussi, ça fait partie du standard OpenTelemetry. Donc il faut bien comprendre ça parce que quand on va commencer à manipuler l'application à l'œil, vous allez vous rendre compte que vous allez voir passer des messages de logs et vous allez voir des severity qui apparaissent. Des fois, ça va être des severity qui va essayer de calculer pour vous, mais des fois, vous allez pouvoir lui donner de l'information pour qu'il sache quelle severity doit être appliquée. Et donc, si vous n'êtes pas en capacité de bien comprendre ces règles d'équivalence, vous allez souvent générer des logs qui seront mal formatés. Et donc, plus vous formatez mal vos logs, vous aurez des représentations qui sont contraires à ce que vous attendez au niveau de vos solutions de dashboarding telles que Grafana ou autres. Donc là, on a parlé de la severity. L'autre élément aussi, qui est maintenant le plus important quand vous allez travailler avec le data model de OpenTelemetry, c'est ce qu'on appelle les champs. En fait, quand vous allez générer de la logs au format OpenTelemetry, OpenTelemetry a défini un certain nombre de champs. Et donc, vous devez absolument respecter ces champs parce que derrière, si vous ne respectez pas ces champs, vous aurez le résultat vous n'aurez pas le résultat attendu. Vous aurez par exemple des champs qui vont tourner autour du timestamp. Le timestamp, ça va être le moment de l'événement. Et ça, il y a une chose que je remarque beaucoup lorsque je fais les formations, c'est que les personnes qui participent aux sessions de formation ne comprennent pas la différence entre le temps de l'événement et le temps de la collecte. Et ça, dès que vous ne comprenez pas cette différence, ça peut fausser vos debugs. Et ça, beaucoup ne le comprennent pas parce que c'est souvent des personnes qui viennent d'un monde plutôt physique, qui viennent plutôt d'un monde de la VM, ou dans lequel les événements se comptent plutôt en termes de minutes. Ça se compte en termes de, bon, on a eu un incident, c'était à peu près à 10h30. On a eu un incident, c'était un peu vers midi. Vous voyez, quand vous êtes dans ce niveau de grossièreté, je suis autour de midi, je suis autour de 10h30, vous ne pouvez pas comprendre la différence entre ces deux notions parce que cette notion prend toute son importance quand vous rentrez dans le monde du microservice. Et quand on rentre dans le monde du microservice, vous pouvez déclencher un événement à 10h05, 3 secondes et à 10h05, 5 secondes, votre événement est terminé. Et donc, vous voyez que entre ces deux éléments, entre le moment où l'événement se déclenche et le moment où il se termine, vous êtes dans la milliseconde, des fois même dans la microseconde. Et ça fait que il y a un problème qui se pose parce que quand on fait
de l'analyse de logs, en général, la donnée est inscrite dans un fichier. Mais les systèmes de collecte ne peuvent pas lire le fichier toutes les secondes. Parce que si vous lisez le fichier toutes les secondes, vous allez saturer votre système parce qu'il va passer le temps à lire alors que les événements ne sont pas forcément mis à jour. Et donc, ce que on va souvent définir dans ces outils, c'est ce qu'on va appeler la fréquence de lecture. C'est-à-dire, après combien de temps je viens relire le fichier, pour voir s'il y a de nouvelles données qui ont été inscrites. Et donc, rien que de par cette fréquence de lecture, fait que l'événement qui a eu lieu à 10h05, ça devient donc l'heure de l'événement. Alors que lorsque le système vient lire, il va venir lire suivant sa fréquence. Donc, l'événement qui a lieu à 10h05 a comme temps d'événement 10h05, alors que on aura un autre temps qui est le temps de la collecte. Donc, l'événement a lieu à 10h05, on a écrit dans la log qu'il est 10h05, mais le système a peut-être lu la log à 10h04 et donc lui, il est positionné pour lire peut-être tous les 15 secondes, tous les 1 minute. Et donc, vous comprenez que au moment où il vient lire, ça ne correspond plus au moment où la log a été écrite. Mais vous pouvez avoir des scénarios dans lesquels, au moment où la log est écrite, ça correspond aussi au moment où le système vient de lire. Et donc, ça fait que des fois, vous aurez le temps de l'événement et le temps de lecture qui seront identiques. Mais assez souvent, c'est plutôt deux temps qui seront différents. Quand votre système est bien calibré, en général, ce temps est très court. Cette différence entre ces deux temps est très courte. Mais des fois, vous aurez des scénarios dans lesquels ce temps sera beaucoup plus élevé. Ça va être le cas, par exemple, lorsque votre solution qui va, par exemple, lire vos logs va planter. Vous voyez, ça va planter, ça veut dire que s'il plante pendant 5 minutes, ça veut dire que tout ce qui est écrit pendant 5 minutes, il ne l'aura pas lu. Et donc, quand vous allez le démarrer, il va venir lire à partir d'où il s'était arrêté. Et donc, ça fait un décalage naturel. Et donc, quand votre système plante comme ça, vous aurez des gros décalages, mais en général, ce temps va être assez court. Il va souvent être limité par votre fréquence de lecture. Donc, quand vous faites de l'open télémétrie, vous aurez donc deux timestamps. Faites bien attention, le timestamp de lecture et le timestamp de l'événement. Et donc, quand vous voulez faire vos analyses, et c'est ce qu'on va faire quand on fera les manipulations, notre objectif, ce serait que même comme notre temps de lecture est assez souvent différent, même si ce n'est que de quelques millisecondes, différent de notre temps de l'événement, on va appliquer un traitement pour dire au système, même comme tu as lu 5 minutes plus tard, il faut quand même réécrire le temps de l'événement pour qu'il corresponde au temps de lecture. Et ça va vous permettre que quand vous serez sur la console, vous allez pouvoir dire que l'événement a été bien produite à telle heure. Et ça va vous éviter vos décalages. Parce que si vous lisez 5 minutes plus tard et que vous voulez faire l'analyse, ça fait que votre analyse se retrouve décalée. C'est pour cela qu'on va mettre en place des mécanismes pour dire au système, non. Même si tu lis avec un retard de 5 minutes, même si tu te rends compte qu'il y a un décalage de 5 minutes, il faut les aligner. Parce que devant, quand on aura besoin de faire nos analyses, on va dire qu'on va faire l'analyse à 10h05 minutes, 12 secondes. Et donc, rien que 3 secondes de décalage fait qu'au niveau pointeur, on n'est pas au bon endroit et on ne voit pas les bons événements. Alors que si vous laissez le décalage, vous êtes en train d'analyser à 10h05, alors que les événements qui correspondent à cela sont plutôt à 10h30. Et donc, c'est pour ça qu'on va appliquer ces mécanismes. Et donc, c'est très important parce que devant qu'on va expliquer timestamp de l'événement, timestamp de collecte, il faut que vous compreniez bien ces différentes notions. C'est pour cela que souvent, des personnes vont arriver dans leur solution d'observabilité, ils vont se rendre compte que mais pourquoi est-ce que j'ai deux timestamps? C'est tout simplement parce que au lieu de commencer par comprendre la théorie de ces outils, ils vont directement à la pratique et ne sont pas en capacité. Et cette notion de timestamp, que vous soyez dans du Dynatrace, que vous soyez dans du Elasticsearch, c'est des notions qui sont tout aussi valides et chacune a sa méthode pour rattraper cela. À côté de ça, vous avez une autre série de champs qu'on va appeler les attributs. Les attributs, c'est ce qu'on va appeler le contexte de l'événement. On va revenir dessus. Le contexte, ça va par exemple être ce qu'on a dit tout à l'heure. Un utilisateur ouvre une page avec une méthode post. Un attribut, ça va être par exemple la méthode HTTP qui a été utilisée. Un utilisateur a ouvert la page, on lui renvoie un code 500. Un attribut, ça va par exemple le code retour. Ça peut être l'URL, ça peut être le user ID. À côté de ça, vous avez aussi une autre série de champs qu'on va appeler les ressources. Ça, c'est maintenant ce qu'on appelle le contexte de l'infrastructure. Donc, ne faites pas les différences. Faites bien la différence entre le contexte de l'événement et le contexte de l'infrastructure.
Parce que le contexte de l'infrastructure, c'est plutôt quelles sont les conditions qui ont permis de produire ces données. Est-ce que mon serveur était chez un provider cloud? Donc, à ce moment, il était chez Azure. Est-ce que mon serveur était sur une VM? Est-ce que mon serveur était plutôt sur un pod? Quel était le nom de mon serveur? Quelle était la version de mon serveur? Ça, c'est ce qu'on appelle le contexte de l'infrastructure. Donc, ne mélangez pas parce que les traitements qui vont être appliqués entre les attributs et les ressources vont être différents. Donc, il y a des éléments qui doivent bien aller dans les attributs, il y a d'autres qui doivent aller dans les ressources. Donc, si vous mélangez, vous aurez des problèmes de performance et c'est ce que des personnes se retrouvent avec des infrastructures qui ont des temps de réponse catastrophiques parce qu'ils n'ont pas pris le temps de comprendre la théorie derrière chacune de ces notions. À côté de ces deux notions sur lesquelles on va revenir, vous avez le Trace ID et le Span ID. Ça, c'est quelque chose que OpenTelemetry a introduit et même d'autres outils tels que Dynatrace. C'est que désormais, les gens ont besoin d'associer une log à une trace. Et donc, c'est pour cela que, en général, quand l'événement se produit, à la fois lorsqu'on génère la trace, on va générer aussi la log. Et derrière, pour pouvoir faire la liaison entre les deux, on va affecter à chacun de ces éléments une trace ID, une span ID. Et c'est ça qui permet de passer d'une log à une trace ou d'une trace à une log. Après, de la même manière que vous avez ces notions, vous avez aussi le trace flag qui va aussi vous permettre de vous aider dans ce travail d'échantillonnage. Après, vous avez ce qu'on appelle l'instrumentation scope, c'est globalement quelles étaient les librairies, quels sont les SDK, c'est là-dedans que vous allez définir ce genre d'événement. Et puis, vous avez le event name qui est par exemple celui qui va vous permettre de définir les informations sur quel était l'état de l'événement. Donc, chacune de ces familles de champs a été construite pour répondre à une problématique bien précise et c'est très important que vous compreniez bien ce que chaque champ fait parce que devant, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas mettre telle information dans tel champ parce que c'est contraire à son utilisation. Et bien évidemment, vous allez aussi pouvoir comprendre pourquoi est-ce que le système renseigne aussi automatiquement certains champs et laisse certains champs automatiquement vides. Et donc, comme on l'a dit, OpenTelemetry va vous permettre de collecter vos logs. Et puis, assez souvent, vous avez des outils qui vont plutôt être des outils qui vont loguer ce qu'on va appeler loguer en key value. Parce que ça, c'est typiquement ce qu'on appelle une log au format key value. Parce que chaque valeur, on lui a donné une clé. Et à une clé, on associe une valeur. Donc, le scope, c'est l'autre, le user, c'est le 12, l'OP, c'est le logging. Donc, à chaque élément, donc ça, c'est ce qu'on appelle de la donnée structurée. Et donc, quand vous avez la donnée structurée comme ça, OpenTelemetry va vous permettre de lire la log. Et au lieu d'envoyer la log comme ça, telle qu'elle est, vous allez l'interpréter. Vous allez dire au système, non, ne la stocke pas telle qu'elle parce que moi, j'aurais besoin de chercher combien de fois l'utilisateur 12 a fait des actions, quelles sont les pages qui étaient ouvertes, les choses comme ça. Vous avez besoin de faire des statistiques sur ça. Et donc, vous avez besoin d'interpréter ce champ. Et OpenTelemetry va vous donner des outils qui vont vous permettre de passer de ce modèle clé-valeur en un modèle JSON parce que OpenTelemetry, tout ce qu'il génère est en JSON. Et donc, derrière, si vous appliquez l'interprétation, derrière, vous remarquez que vous allez vous retrouver donc automatiquement le fait d'interpréter ces champs vont automatiquement devenir des champs de type attribut. C'est pour ça qu'ici, vous avez la partie attribut et vous retrouvez donc ici un champ qui est le user.id qui va donc porter la valeur 12. Par réflexe, les personnes peuvent être amenées à dire que le user, je nomme le champ user, mais comme on l'a dit, souvenez-vous ce qu'on a dit, restez dans le same comme V. C'est pour cela que même comme le champ s'appelle user et que vous savez que ça représente un utilisateur, il vaut mieux rester dans du same comme V et vous l'appelez donc user.id. Ici, vous remarquez que l'action, c'était de l'action de login. Donc, vous définissez donc votre champ event.name, lequel vous dites que user login error. Puisque ici, vous avez, par exemple, vu que c'était une erreur d'authentification. Maintenant, dans la partie ressources, vous remarquez que, comme on l'a dit, vous avez une catégorie attribut, une catégorie ressources. Et donc, ça, c'est le contexte de l'événement. Mais vous avez aussi le contexte de l'infrastructure. Là, on est en train de parler d'une authentification. Vous voyez, on est ici sur l'authentification. Et c'est pour cela que dans les ressources, on met ici. Et ce que vous devez bien garder à l'esprit, c'est que on met dans les attributs des choses qui sont dynamiques.
c'est-à-dire l'utilisateur va passer son temps à varier. Vous devez absolument éviter de mettre des éléments qui varient beaucoup trop dans la partie ressources. Si vous avez 1000 utilisateurs et que vous mettez par exemple le user ID ici, vous aurez 1000 fois le champ en fonction de vos utilisateurs. Et comme dans OpenTelemetry, on va interpréter les champs de manière différente parce que derrière ces champs vont être des champs qui vont être indexés pour faciliter la recherche. Donc, si ils changent trop, vous allez aussi devoir consommer plus de ressources parce qu'il faudra tous les stocker. Et donc, c'est ça qui va vous permettre aussi de savoir est-ce que c'est un champ qui a plutôt vocation à aller dans les attributs, est-ce que c'est un champ qui a plutôt vocation à aller dans les ressources. Donc faites bien attention, et ça c'est ce que je remarque beaucoup en entreprise. Des gens se trompent et ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur système est extrêmement lent, parce que vous avez malheureusement mal organisé vos données et le système essaie de les interpréter de la manière standard, et derrière vous avez un système qui est extrêmement lent et les gens ne comprennent pas, alors que c'est simplement parce qu'ils ne sont pas dans le respect des bonnes pratiques. Donc dans les attributs, vous êtes libre de mettre des champs qui dynamiques, évolutifs, alors que dans les champs ressources, c'est les champs qui définissent, comme on l'a dit, l'infrastructure. Et en général, l'infrastructure, c'est quelque chose qui doit rester fixe. C'est de l'Azure, c'est du on-premise, c'est du AWS, c'est du VMware. Donc c'est des choses qui sont statiques, même si elles sont différentes. Elles peuvent évoluer, mais le but c'est qu'on va indexer ces champs de manière beaucoup plus avancée que les champs attributs. Et donc plus vous avez des valeurs différentes, plus vous allez consommer. Et donc c'est pour cela que deux personnes vont avoir le même serveur peut-être de 8 Go, mais un serveur est complètement à la ramasse à peine 30 minutes après le démarrage du serveur. Un serveur est totalement fonctionnel après une semaine, tout simplement parce que dans un cas, on a respecté les bonnes pratiques et dans l'autre cas, on n'a respecté aucune pratique et derrière, le système finit par cracher. À côté de ça, je vous ai dit, ça c'était plutôt un contexte plutôt de type clé-valeur, mais que vous soyez dans l'OpenTelemetry, vos logs de départ sont sous forme de clé-valeur, vos logs de départ sont sous forme de JSON, sont sous forme de ce qu'on appelle les textes bruts. Valeur message, c'est du texte brut. OpenTelemetry est capable de les collecter et vous donne différentes mécaniques pour traiter. Il a des mécaniques pour traiter quand c'est de la clé-valeur, il a des mécaniques pour traiter quand c'est du JSON, il a des mécaniques pour traiter quand c'est du texte brut avec des regex et autres. Et donc, derrière, vous pourrez à chaque fois obtenir ce genre d'informations. Et c'est là-dedans que vous retrouvez dans les autres champs dont on a parlé, c'est par exemple la severity, dans lequel il faut une cohérence. Vous ne pouvez pas avoir une severity texte que vous définissez à error et vous remarquez ici, dans error, on a dit entre 17 et 20. Et donc, ici, vous remarquez que la valeur reste cohérente. Ça fait que le système ne crée pas de confusion. Vous dites que c'est erreur et vous dites que son severity number est à 1. Ça crée une confusion parce que le système va devoir faire des choix à votre place à ce moment. Et donc, vous allez penser que vous avez logué en erreur alors que le système l'a interprété en un autre parce que derrière, il a des règles de priorité entre les champs. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est les choses que vous allez aussi voir beaucoup en entreprise, c'est que on essaie de les résumer ici comme les erreurs à éviter et les bonnes pratiques. Déjà, on va commencer par les erreurs à éviter. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne mélange pas les ressources et les attributs. Dans les attributs, vous pouvez mettre des choses extrêmement dynamiques, les utilisateurs, les emails, les choses comme ça. Mais faites bien attention à tout ce qui va être RGPD qu'on explique ici. En général, la log n'est pas faite pour stocker de la donnée sensible. Donc, des mots de passe, tout ce genre de choses ne doivent pas être stockés dans des logs. Avec des outils OpenTelemetry, pendant qu'il est en train de faire ce premier traitement pour essayer d'identifier des champs, vous pouvez avoir un champ ici qui s'appelle, par exemple, password est égal à mot de passe utilisateur. Vous pouvez mettre des règles dans lesquelles, si tu vois le champ password est égal, tu supprimes l'élément où tu appliques un certain masquage pour protéger la donnée. Donc, respectez bien le RGPD quand vous allez faire vos traitements. Souvent, vous devez sensibiliser les développeurs pour qu'ils ne le font pas, mais derrière, ça ne nous empêche pas de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour essayer d'identifier des champs non appropriés, des passwords qui traînent dans des logs. L'autre élément aussi, c'est ignorer le semconv, comme on l'a dit ici. La tendance, ce serait de dire, c'était déjà marqué user, donc j'appelle aussi le champ user, non. Si vous savez que c'est un utilisateur, la règle semconv, c'est user.id. Donc, essayez de respecter la norme de nommage des champs. Et donc, derrière, à côté de ça, il y a maintenant des bonnes pratiques. C'est d'utiliser le trace ID. Ça, quand vous collectez
avec les bons SDK. Par exemple, si vous intégrez par exemple le SDK OpenTelemetry dans votre instance, par exemple Tomcat, c'est ce SDK qui va se charger de faire ce travail pour vous. Donc, parce que dans le SDK, il aura déjà toute la connaissance pour faire déjà cette corrélation. Mais si c'est vous qui avez vous-même développé, vous pouvez aussi associer les Trace ID. Ça vous donnera un peu plus de travail, mais dans les bonnes pratiques, pensez à mettre désormais dans vos logs une Trace ID. Ça permettra aux personnes lorsqu'ils sont dans les consoles de back-end de passer de la log vers la trace de manière assez simple. Ça, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez définir le severity number, vous pouvez définir severity text, mais il faut privilégier le severity number parce que c'est ce que j'expliquais. Si vous avez mis le severity text à error et que vous mettez par exemple le severity number ici à 1, vous allez vous attendre à ce que votre log soit dans la catégorie error, alors que celui qui est le champ préféré, c'est le severity number. Et le fait que la log ici soit positionnée à 1, va être associé à du debug ou à de la trace. Et donc, derrière, vous avez envoyé une information dans les logs en vous attendant à ce que ce soit interprété comme étant une erreur. Mais comme c'est le severity number qui fait précédence, derrière, celui qui va être interprété comme lui, il a la mauvaise valeur, votre log se retrouve au mauvais endroit. Et donc, faites bien attention. Le système vous permet de définir les deux, mais quand vous décidez de définir les deux, soyez cohérent entre les deux valeurs. À côté de ça, si vous avez un doute, laissez tomber le severity text et définissez le severity number. Au moins, vous avez défini un champ, si vous avez défini la valeur, vous êtes sûr que votre log va se retrouver à la valeur qui correspond à cela. Mais bien évidemment, gardez cette valeur en tête pour définir. Bien évidemment, ça, vous pouvez nous mettre un message en commentaire, on vous enverra le PDF qui correspond à cette page, mais tout ça est aussi défini dans le site de OpenTelemetry. Vous me marquez sur le site OpenTelemetry, vous avez de nouveau toutes ces valeurs qui sont définies ici. Et puis, pour terminer, vous avez aussi normalisé les événements pour définir les événements métiers. Ça vous permet derrière de pouvoir faire des statistiques sur vos différents événements métiers. Donc là, on a terminé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que comme on l'a dit, on va commencer une série sur l'OpenTelemetry. Si ce sujet vous intéresse, on aura de plus en plus de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Mettez en commentaire ce que vous pensez. Mettez en commentaire des éléments théoriques que vous ne comprenez pas. Ça nous permettra pendant notre séance de vidéos théoriques parce que comme pour toutes nos formations, que ce soit autour du Dynatrace, de l'Elasticsearch, on commence toujours par de la théorie. Et ça, c'est l'erreur que je vois beaucoup en entreprise quand je fais des accompagnements, c'est que les gens veulent faire la pratique sans comprendre le minimum nécessaire pour la partie théorie. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des choses qui vous semblent pas claires. On va les aborder pour que lorsqu'on arrive dans la partie pratique et que vous retrouvez avec une log comme ça, que tous les champs soient compris et derrière, quand le système va faire des interprétations, vous n'aurez aucune surprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à des personnes qui sont intéressées par les sujets autour de l'OpenTelemetry puisqu'on commence une nouvelle série. À bientôt pour nos prochains contenus.